envahi par l'appareillage électronique où les médias jouent un grand rôle, aussi diversifié qu'ils sont. À l'école, à l'université, l'enseignant est doublement interpellé. Évidemment, dans l'exercice pédagogique de ses cours, l'institution lui demande, n'est-ce pas, de se mettre à jour et ses étudiants, n'est-ce pas, le dépassent quelquefois dans l'utilisation de ces formes de médias. Donc, nous disons qu'une réflexion va s'imposer pour adopter des modalités de tels changements. Plus spécialement dans les études littéraires où accourt la notion de classique. J'ai entendu ce matin le classique et j'en parlerai durant mon intervention avec ce qu'elle suppose d'adhésion aux valeurs de beauté, d'universalisme et de tradition héritée du passé. Je vais faire donc un aller-retour à chaque fois du monde d'aujourd'hui et ce qui nous a précédé en allant jusqu'à la Renaissance. On peut légitimement demander ce que deviendra l'idéal de l'honnête homme, modèle pluriséculaire s'appuyant sur la lecture des classiques. Cette expression de l'honnête homme a aujourd'hui pratiquement disparu de circulation. On confond honnête homme et homme honnête, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a préféré remplacer par l'intellectuel, n'est-ce pas, celui qui en fait. Mais l'honnête homme dépasse de loin l'intellectuel d'aujourd'hui, parce que lui doit faire maintenant beaucoup de qualités. À cette époque-là, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Alors, concernant maintenant l'enseignement de la littérature, je cite donc Donnet, 2007, concernant l'enseignement de la littérature, la didactique du français est essentiellement un champ de discussion théorique qui porte aussi bien sur le statut des objets enseignants et sur les conditions de leur enseignabilité, ce qu'on appelle en didactique didactisation, et que sur la sélection des outils théoriques permettant l'approche de ces objets. Alors, depuis hier, moi je me sentais à chaque fois bombardé de nouveaux concepts. J'ai moi-même aussi emprunté les nouveaux concepts qui vont me servir, entre autres, les humanités numériques. Humanité numérique, ça a été emprunté à l'anglais, humanité digitale, n'est-ce pas? C'est en quelque sorte ce qu'on conçoit, n'est-ce pas, pour travailler sur le numérique, s'appuie sur le texte numérique. Celui-ci est immatériel dans son essence. On parle de bien matériel et immatériel. Matériel, je peux toucher, je peux transporter, je peux vendre, je peux acheter, alors que l'immatériel, n'est-ce pas? Et là, je ne peux pas le prendre, je ne peux pas le toucher parce que c'est souvent un morceau de musique, ça peut être ce qu'on a dans nos ordinateurs, n'est-ce pas? Des pochettes où l'on met des éléments d'information qu'on a. On a parlé donc de dématérialisation qui consiste à réécrire les objets physiques sous la forme de composants numériques, n'est-ce pas? Et là, on va parler de numéralisation. Numériser des documents, c'est donc prendre la version papier et la mettre dans son ordinateur. Alors, cependant, quel que soit le support, alors il peut être physique, et il peut être aussi, on vient de signaler, numérique. Lire, c'est construire son rapport à soi et au monde. En devenant électronique, le texte ne perd pas cette capacité de nous engager dans cette réflexion. Je cite aussi Wolff, qui dit que la lecture à l'écran entraîne le lecteur à gérer la surcharge informationnelle en écrémant. Eh bien, c'est ce qui manque à nos jeunes chercheurs. Ils ne savent pas sélectionner, choisir ce qui est bien et par là même, n'est-ce pas, éviter toute cette surcharge qui consiste à emmagasiner, n'est-ce pas, beaucoup de concepts.
Alors peut-on dire dès lors qu'on est passé de la lecture proprement dite à un acte qui s'apparente à de la consommation culturelle, où la quantité et la facilité d'accès des produits l'emportent sur la qualité? Évidemment, la qualité, il ne faudrait pas jeter la pierre, n'est-ce pas, au numérique. Il y a beaucoup de qualité, mais il y a de la moindre qualité, et il s'agit d'apprendre à nos apprenants à aller chercher ce qui convient, ce qui est bon. Alors, mais de quel texte parlons-nous? Du texte imprimé, lent ou bref, ou de la version immatérielle sur support numérique? Nous avons déjà parlé de cela. Hier, c'est à partir des années 70 pratiquement qu'il y a eu cette marche vers le numérique, et avec la sophistication des appareillages, n'est-ce pas, on a beaucoup travaillé dans ce sens. Je cite un exemple que j'ai repris. On compte actuellement, par exemple, c'est dépassé au moment même où je parle, 12 millions de livres numérisés, dont plus de 400 langues, soit 5 milliards de pages. Vous vous rendez compte? Alors pour aller chercher quelque chose dans ce fouillis, autant chercher une aiguille dans une botte de foin, comme dit l'adage. On peut se demander si on peut se construire comme sujet lecteur, on en parlait tout à l'heure, sujet en même temps, sujet et lecteur. À chaque fois, il peut être lecteur, mais il peut être aussi sujet. À travers des textes œuvres numériques, la démarche littéraire ne consiste pas tant à se frotter une culture littéraire qu'à se construire dans la langue une nouvelle médiation au monde. Ce n'est pas ce qu'on proposait à l'époque avec le livre, n'est-ce pas? On lui donne un modèle. Et quand il faut construire une phrase, on devait épouser le modèle. Sinon, reprendre l'auteur. Le texte, quelle que soit sa forme matérielle, aide donc à se construire comme sujet lecteur. On aborde indirectement l'écriture littéraire nouvelle en traitant des changements de forme ayant eu cours depuis l'invention de l'écriture. L'œuvre littéraire elle-même n'est pas exempte des métamorphoses apportées par le numérique. Des communautés virtuelles de lecteurs vont se créer, d'aucuns prolongent sur le net l'écriture de leurs œuvres de fiction favorites. Alors, que dire de la mutation des supports de la lecture des textes littéraires? C'est ce qu'on va voir. On a beaucoup parlé de jeunes. Et j'ai entendu ce matin une question où les nostalgiques du livre, n'est-ce pas, pas virtuel, ce que j'ai sous la main, n'est-ce pas, veulent à tout prix dénigrer, disons, cet accord numérique. Nous dirons que la jeune génération est à l'avant-garde des pratiques que nous venons de décrire. Cela n'exclut pas les adultes. Loin de là, mais c'est surtout des jeunes qui s'adonnent à ces activités. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent envoyer des textos dès demain. On dirait qu'ils habitent le virtuel, ne connaissent ni l'intègrent, ni le synthétisent, comme leurs ascendants. Donc, on revient toujours à la querelle des anciens et des modernes. La découverte de l'imprimerie a changé la pédagogie. J'ai entendu ce matin Gutenberg, n'est-ce pas, 1492, n'est-ce pas, l'invention de l'imprimerie. Eh bien, celle-là a changé la pédagogie. On n'a plus de parchemin entre la main. Cette technologie, aujourd'hui, numérique, doit imposer à son tour une nouvelle pédagogie, qu'on le veuille ou non. Alors, les élèves ont une conception étroite de la lecture transmise par l'école. Ils l'aperçoivent comme un acte principalement relié à la littérature et comme une source d'inconfort. Par contre, la lecture sur l'écran, qui n'assimile pas à la vraie lecture, est fréquemment associée au plaisir. Donc, quand il y a le plaisir, évidemment, c'est facile. Et quand on est contraint, n'est-ce pas, de prendre le livre, telle ou telle page, là ça devient possible. Les jeunes adoptent facilement les réseaux numériques pour leurs usages culturels, mais pour découvrir les nouveaux contenus des méthodes traditionnelles qui restent cependant prépondérantes.
l'explosion des pratiques numériques, les jeunes facilitent leur pénibilité à la culture populaire, bien que celle-ci n'ait pas attendu le numérique pour se manifester. Cette culture populaire a-t-elle le statut d'une véritable culture? Et les œuvres qui en sont issues sont-elles dignes de reconnaissance? Eh bien, les enseignants, je parle de l'ancienne génération, n'est-ce pas, ne veulent pas que l'on touche aux œuvres classiques. Il ne s'agit pas de les dénaturer, de les conserver telles quelles. Les jeunes se construisent donc une culture numérique. Et ceci, la plupart du temps, en dehors de l'école. C'est ce qui est bien. Ainsi, ils peuvent prendre des images sur Internet, les transformer, pouvoir les répandre dans diverses formes d'autopublication, dans des blogs, forums, discussions, ou encore des sites personnels. Alors, d'une manière générale, maintenant nous revenons en classe, à l'école. Que fait l'école de ces habiletés numériques du jeune? Il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les interdire. Au contraire, puisqu'ils sont là, ils sont présents, tu sais qu'ils sont déjà là, autant les exploiter. Voit-elle à quel point l'intrusion de la culture numérique dans leur univers modifie profondément leur relation avec les mondes d'apprentissage et d'appréhension du monde? Alors, faisons avec. Les enseignants de lettres se présentent parfois eux-mêmes comme les derniers des Mohicans. Si vous avez vu le film, il n'est pas de longtemps, n'est-ce pas, le dernier des Mohicans, c'est celui donc qui va sauver, n'est-ce pas, la race indienne face aux colonisateurs. À cette époque-là, c'était pour le Canada, n'est-ce pas, les Anglais et les Français. Les défenseurs du canon classique faisaient des études chrétiennes. Alors, ils veulent à tout prix maintenir, n'est-ce pas, les études classiques. Cet ensemble d'œuvres de qualité triées et ordonnées tombe dans le système scolaire. Système scolaire parce que l'école est conservatrice, n'est-ce pas, qu'on le veuille ou non. Ça ne change pas. Et que se présente souvent sous forme d'anthologie de morceaux choisis dans une disée programmatique et difficile à gérer. Des chercheurs en appellent après l'ouverture de la part de l'école. Sous l'impulsion de ces chercheurs, l'école tente donc de se démocratiser quelque peu au plan culturel en donnant droit de citer à des œuvres hors du patrimoine classique et ou en le revisitant à l'aide des nouveaux médias. Le numérique lui ouvre un large éventail de possibilités, que ce soit par des banques d'images tirées du site culturel, par des expositions culturelles, des vidéos d'antiquité, ou la littérature en général, directement accessible sur la grande toile. Certes, il appartient aux enseignants de rester critiques aux nouveaux produits du numérique et de la culture populaire. Ainsi, on étudie la critique portée à l'emploi de la culture de masse qui se nourrirait de stéréotypes. Il est évident que derrière le concept de production de masse se profile l'idée de standardisation, de conformisme et d'uniformisation. Dans les œuvres littéraires, cela se traduit souvent par des trames narratives répétitives, des personnages caricaturaux, entre autres. Voici donc quelques exemples de produits numériques qu'on pourrait exploiter. Produire un journal de lecture numérique, créer une émission de critique littéraire, participer à un concours d'écriture à l'ordinateur, collaborer à la création d'un blog sur la poésie, créer un musée virtuel, éditer des textes collaboratifs en ligne sur le principe du wiki. Alors, on a parlé tout à l'heure du manuscrit. Là, vous allez trouver des textes déjà formés. Vous pouvez, n'est-ce pas, les inventorier, vous pouvez participer, vous pouvez corriger, vous pouvez ajouter directement sur écran. Acquérir une culture littéraire grâce à la balader et pour diffuser. Alors, en conclusion, nous dirons que le livre, qui était le principal support du texte littéraire depuis la nuit des temps, enfin, disons depuis Gutenberg, avec l'avènement du livre, cède souvent la place à l'écran pour certaines fonctions spécifiques et auprès de certains publics, plus particulièrement les jeunes, sans exclure les plus.
Il est sûr que la situation est quelque peu déstabilisante pour l'enseignant de lettres, n'est-ce pas, habitué à une certaine fin de vie, à une certaine pédagogie, etc. etc. L'écran numérique n'est pas le concurrent du livre, mais son complément. Pourquoi attendre de l'élève, alors qu'il dispose d'outils aussi fabuleux, qu'il répète un discours conforme et convenu sur les œuvres d'habitude? Apprenons-lui au contraire à manipuler les technologies. Attention, alors apprenons-lui à domestiquer la technologie. Ce n'est pas moi qui vais le faire, puisque je fais appel souvent à eux. De façon créative, à la fois pour qu'il prolonge le plaisir de lecture et pour qu'il devienne à son tour producteur de sens. Bien sûr, les outils numériques modifient les démarches des enseignants de littérature, mais ils permettent également de redonner de la vigueur à leur métier et plus encore et encore plus à leur conception d'enseignement pour les nouvelles vagues. Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup.